Je vous dirai simplement, pour vous dire juste l'importance de la séance qui nous unit ce soir, il y a une époque, en 1910, en 1911, en 1912, il n'y avait pas de catch Chazal au journal de 20 heures, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de numérique, mais la question que la France entière se posait, à partir d'un problème ou sur un problème, c'était qu'a dit Jaurès, que pense Jaurès. Et donc vous allez savoir ce que disait Jaurès et ce que pensait Jaurès. Et je peux vous assurer que pour savoir un peu l'histoire du XXe siècle et du XXIe, c'est essentiel. Merci en tout cas à Jean-Pierre Rioux, que je salue avec énormément de respect et infiniment de reconnaissance. Bien, écoutez, bonsoir. Merci pour toutes ces bonnes paroles trop flatteuses. Mais je suis très heureux d'être ici pour l'ouverture d'une université populaire. C'est une très vieille histoire en France. Ça date au fond de l'affaire Dreyfus, vous savez, la fin du XIXe siècle. L'affaire Dreyfus, et brusquement un certain nombre de profs, un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre d'artistes se sont dit il faut que nous allions échanger avec ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études longues, ceux qui ne sont pas aux manettes, si je puis dire. Et c'est un petit filet qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Je crois que vous êtes bien inspirés. C'est extrêmement important dans l'état de ce pays, dans l'état de son éducation nationale, etc., qu'il y ait ces lieux un peu à part, un peu à côté, où on puisse librement échanger. Donc je suis vraiment très heureux, si je comprends bien, d'inaugurer la première séance de cette université populaire. Attraction supplémentaire, Jaurès en a été, n'est-ce pas, hein, comme beaucoup d'intellectuels, comme beaucoup de professeurs, comme beaucoup pas trop d'hommes politiques, mais il était d'abord professeur, et donc il a participé au mouvement dans la mesure de ses moyens et de ses loisirs, il en avait très peu. Alors, que vous dire sur Jaurès? Parce que je ne sais pas trop dans quel état de connaissance de Jean Jaurès vous êtes les unes et les autres. Donc, on vous l'a dit, il est né en 1859 et il est mort, ça tout le monde le sait, en 1914, le 31 et le 31 août, pardon. Et donc, si j'avais qu'une phrase de Jaurès à vous signaler, elle est connue, mais elle est encore, je pense, très forte. La voilà. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho contre son âme aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Chercher la vérité et la dire. Savoir qu'il y a une loi du mensonge, triomphant même. Depuis 1914, nous avons sophistiqué la chose, n'est-ce pas, Nous avons savoir aussi qu'on ne peut jamais aller contre son âme, et que c'est en soi-même qu'il faut apprendre à s'indigner, à résister, à se dresser sur ses pattes de derrière pour crier quelque chose au nom de la vérité. Et c'est quelque chose qu'il a toujours dit. L'assistance est très jeune, et c'est très bien ce soir. C'est quelque chose qu'il a toujours dit aux jeunes. Jaurès a été, c'était un peu son métier, et après tout il était enseignant aussi, il a toujours adoré les discours à la jeunesse. Il n'y avait pas une distribution du prix quelque part à Albi, dans ses circonscriptions, ou même ailleurs, qu'il ne souhaite pas orner par un de ses discours. Et il a toujours dit que la jeunesse doit d'abord être pénétrée de cette affaire-là. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, et qu'ils la trouveraient en eux-mêmes. Parce que, oui,
être jeune, c'est pour lui jamais se laisser distraire de soi-même. Il faut tirer de soi-même d'abord cette capacité à, oui, cette capacité courageuse, chercher la vérité et la dire. Hélas, nous n'avons pas la parole de Jaurès à disposition. C'est très curieux. On a des rouleaux ou des disques de cire ou pas, de quantité d'actrices, de quantité d'artistes, etc. Et on n'a pas, pour des raisons qu'on connaît mal, on n'a pas la voix de Jaurès. Or, c'est d'abord une voix. C'est parce qu'il est un tribun, parce qu'il est un orateur exceptionnel, qu'il a conquis tant de gens, et qui les a convaincus d'aller plus loin, de se dresser eux aussi au nom de la vérité, et pour la dire encore mieux, qu'il les a donc rencontrés. Alors c'est très dommage. On a des images, on a des photographies, on sait comment, en parlant, il jette tout le temps ses bras là devant, n'est-ce pas, pour convaincre encore plus et se projeter lui-même vers vous, ce que je ne peux pas faire avec ces micros d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et espèce de leadership, je dirais, des bras ouverts, du verbe un peu prophétique, hein, l'idée que c'est toujours le courage et la vérité qui sont en marche quand il parle, quand il veut convaincre, et qu'il y parvient, pas toujours, bien sûr, mais quand il... Et donc, Maurice Barrès, qui était son ami ennemi, n'est-ce pas, bien sûr, qui n'est pas du même bord politique, mais qui était député comme lui à la Chambre, Barrès un jour a dit qu'il était vraiment le ministre de la parole. Et il l'a salué en 1905 comme le monstre qui, de retour à sa place, fume encore. Il en sort quasiment par les oreilles, n'est-ce pas? Il fume encore. Et même parfois, quand il monte à la tribune, après avoir subi des sarcasmes, des violences, des injures verbales au besoin, il monte à la tribune tout hérissé de flèches, dit Barrès. Et parce qu'il pensait, au fond, et il surmontait tout ça, que, au fond, la parole humaine, et on ne peut pas être d'accord, la parole humaine est parole de justice, et parole de douceur, et parole d'espérance, hein, et qu'il s'agit de rassurer tous les êtres et de les jeter dans ce combat, dans cette bataille de la vérité. Alors, comment devient-on Jaurès? Là, je fais un petit dégagement biographique, parce que vous n'êtes peut-être pas nécessairement tous très au courant. Alors, il est né en 1859 à Castres, au beau milieu d'une campagne verte et jaune, n'est-ce pas, avec des blés, des maïs, des fleurs cueillies à tous les vents. Famille assez bourgeoise finalement, hein, c'est pas du tout un prolo, hein. Famille assez bourgeoise, encore qu'assez désargentée, et qui restera désargentée, mais enfin il y a quand même dans sa famille des négociants, des amiraux, des notables, des élus, bien. Mais son père est inconstant, est assez dans la gêne aussi, et le papa est réduit à surveiller à peu près 6 hectares, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas, surtout vu d'ici, n'est-ce pas, 6 hectares à la fédiale, n'est-ce pas, un petit bien de famille, n'est-ce pas, de la famille Jaurès. Donc voilà un gaillard qui va pousser près de rue, en pleine terre occitane, et tout au long de sa vie, il aura un immense bonheur à parler patois, comme on disait à l'époque, à parler l'occitan, hein, en sachant très bien toujours mêler l'usage et du français et du patois. Hein. Jamais pour les choses importantes, il ne dit à ses interlocuteurs, il le dit en meeting, il le dit en réunion au fond d'une mairie ou d'une école de campagne, jamais il ne dit les choses importantes en occitan, il les dit en français, parce que ça fait partie de l'éducation collective et civique, n'est-ce pas, que la République a mission d'implanter chez tout le monde.
Mais par contre, quand il s'agit de ruser un peu, hein, de détendre les choses ou de reprendre un raisonnement en français pour mieux le faire comprendre, alors là, l'Occitan est là. Hein. Et pour lui, c'est une jubilation totale. Enfin, bon, je pourrais vous lire 1000 textes de Jaurès expliquant que même à l'école de cette époque, hein, vous savez comme moi qu'on dit toujours que ça a été, le français a été appris en gros à coups de pied dans les fesses, n'est-ce pas, sur les petits Bretons, les petits Occitans, les petits Alsaciens, etc., les petits Lorrains, etc., etc. Mais, pas nécessairement, dit Jaurès, qui connaît très bien tout ça. Et nous le savons aujourd'hui, bien souvent, il y a eu constamment usage de la langue française et du patois dans ses apprentissages. Et en tout cas, patois et langue française se mariaient toujours dans les cours de récréation, hein, et dès la sortie. Et là, même en récré, comme on disait, en récré, l'institutrice ou l'instituteur peut très bien échapper à un peu de patois. Bref, Jaurès est très typique de cet ancrage vrai et profond de la République, n'est-ce pas, dans les campagnes, mais en même temps avec un respect et un souci des nuances et des différenciations régionales qui ne le quitteront jamais. Donc il est de plein pied avec les paysans, il est de plein pied avec le Confidois, avec le ciel étoilé, avec tout ce que l'on veut là-bas. Il a une maman pieuse sans être bigote, il a un bon curé de campagne qui lui apprend ses lettres, n'est-ce pas, et qui, voilà, à 9 ans, le petit Rustaud qui a passé le concours des bourses et qui est entré au collège de Castres, et là, ça a été, il a caracolé, n'est-ce pas, toujours premier, etc., qu'il a fait comme vous tous, voilà. Alors, il rêvait modestement d'entrer dans les postes. Bon, et là, c'est un inspecteur général de passage qu'il a fait promptement évacuer sur Paris, enfin monter vers Paris, et là, il a préparé le concours de l'École normale supérieure. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut d'abord préparer Sciences Po, mais à l'époque, c'était ça, la voie royale. Et en 1878, à 19 ans, il est entré premier à l'École normale supérieure, etc., etc. Je vous dispense de la suite. Il en sort 3 ans plus tard, agrégé de philosophie, derrière Bergson, qui sera toujours son rival philosophique. Bien, très bien. Il est heureux, il est gavé de bouquins, il est cultivé jusqu'à la moelle, il n'a pas oublié son Midi natal. Son ami et demi, Charles Péguy, l'aimera beaucoup sous ces couleurs-là. Péguy dit, ah, j'ai aimé ce Jaurès, bon marcheur, bon causeur, un Jaurès de plein air et de bois d'automne, un Jaurès dont le pied sonnait dur sur le sol des routes, un Jaurès des brumes claires, des dorées, des commencements. Des brumes claires et dorées, des commencements. Voilà. Alors il aurait pu rêver de respectabilité, de carrière universitaire. La maman rêvait un peu pour lui d'ailleurs, sur ce sujet-là. Le voici d'ailleurs très sagement professeur à Albi. Enfin, il a 3-4 élèves de philosophie au lycée d'Albi, tout se passe très bien. On n'est pas dans les classes surchargées à l'époque, hein, parce que vous le savez, aller au lycée, c'était quand même plus que difficile. Bon. Et puis il fera début de carrière universitaire, il sera chargé de cours à la faculté de Toulouse, il va passer ses thèses, et il rêve peut-être d'une chaire en province, et pourquoi pas à Paris. Et c'est vrai qu'il serait doux peut-être de rester philosophe, de rester prof de province, de contempler d'un œil critique le monde comme il va. On en est tous là. Oui, mais ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. Et bien sûr, il restera toujours un prof, il restera toujours un universitaire, il restera toujours avec les manteaux bourrés de bouquins, n'est-ce pas, qu'il lit au hasard de ses voyages en train ou d'une autre manière. Il n'abandonnera jamais ses chers livres, jusqu'au soir de sa mort, n'est-ce pas, le par-dessus est plein, n'est-ce pas. Ils gonfleront toujours ses poches. Et il gardera aussi le goût profond de la campagne, de sa campagne. Il reviendra, parce qu'il a
propriété vers Albi, sa femme a une propriété vers Albi, bon, passons, mais il sera toujours de quelque part, il sera toujours je dirais, un gars d'Oc, un gars du Midi, oui, c'est ainsi qu'on peut le dire. Bon. Et donc, le voilà en 1885, sollicité par quelques amis dans le Tarn, le voilà élu député républicain au pays, en 1885, déjà passionnant ses auditoires, contribuant à l'écrasement de la liste conservatrice qui est conduite par le baron Rey, tous ceux qui règnent sur la mine, les hauts fourneaux, les verreries du département du Tarn. Et le tonton Benjamin a consolé la maman Jaurès et lui a dit, la formule est connue, et significative, notre Jean va à la politique comme le canard va à l'eau. Alors à la Chambre, il dira que tout jeune député, il a évidemment beaucoup à apprendre, il est assez modéré, il est centriste, hein, il n'est pas encore socialiste. Mais enfin, il observe, il voit beaucoup, et puis il n'a pas beaucoup aimé. Il dit « j'étais comme un volcan qui vomissait de la glace », n'est-ce pas ? Il n'aime pas du tout les radicaux qui sont agités, il n'aime pas beaucoup, il y a une petite poignée de socialistes barbus, sectaires, très braillards, très violents, il n'aime pas ça. Et le cher professeur rêve donc de grandes républiques humanitaires, de grandes républiques, on dirait centristes aujourd'hui, n'est-ce pas, qui aideraient tout le monde, qui éduqueraient tout le monde, qui réconcilieraient tout le monde, etc., etc. Et il le dit très vite, donc dans la dépêche de Toulouse, qui va se mettre à écrire très vite des papiers de presse, non ? Et donc il est battu à l'élection suivante, il est battu en 89, bon, mais il a repris avec plaisir ses cours à Toulouse, tranquille. Hein. Il est devenu conseiller municipal de Toulouse aussi, il s'active bien, il visite les enfants des écoles, il distribue des bonbons, il fait des discours de distribution des prix, très bien. Il passe ses thèses, hein. Et là, voilà un Jaurès qu'on n'attend pas. Sa thèse s'intitule « De la réalité du monde sensible ». C'est une thèse non pas de morale, vous savez, la philosophie est subdivisée à l'époque en petits morceaux, en morale, logique, psychologie. C'est une thèse de métaphysique. Jaurès est un philosophe métaphysicien. Et il le restera. Et ça lui donne, je dirais, une allure et une tonalité qui étonnent beaucoup quand on le dit aujourd'hui, une allure plus religieuse que ne le disent depuis ses camarades. Face à ses amis socialistes, face aux francs-maçons, face aux bouffeurs de curés, et au moment où il y a eu des batailles très fortes, vous le savez peut-être, en 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, face à tous ces gens, Jaurès dirait toujours qu'il croit en une sorte de Dieu de beauté et d'harmonie et d'unité. Alors c'est un Dieu de philosophe, c'est pas du tout un Dieu incarné, ça n'a pas de rapport direct avec, je dirais, un christianisme ou un catholicisme vivant en lui, mais l'idée que le monde sensible est réel, l'être, la sensation, la vie et la conscience, ça ne fait qu'un, et même, dit-il à la Chambre en 1910, c'est Dieu qui est pour l'homme le plus simple, et pour l'homme le plus simple, la mesure et l'essence de la réalité. Vous imaginez, Jaurès est le grand leader socialiste en France et à l'international, qui se projette comme ça et qui dit Dieu. Et alors il le dit à certains, donc Clémenceau. Il dit, moi, la question de Dieu ne me fait pas peur. Quand tu veux, hein, on sort et puis on t'explique. Ou on s'explique à la tribune. Autrement dit, il a l'idée qu'il faut bâtir dans la justice et dans la démocratie une cité
des hommes qui ne sera pas trop éloignée de la cité de Dieu, parce qu'elle sera harmonieuse, parce que ce sera la fusion, dit-il, de toutes les âmes réconciliées. Et c'est pour ça, puisque l'humanité va vers la réconciliation, finalement, c'est pour cela que l'histoire a un sens, et qu'elle ne basculera jamais, et là il a tort, mais elle ne basculera jamais, l'histoire, dans le tragique ou dans l'absurde, puisqu'il y a cette idée d'une réconciliation générale, des êtres et des choses dans une unité, oui, de cité de Dieu, dans une unité divine. Et c'est là la source de son optimisme. Parce qu'il dit, au fond, tout effort pour la liberté et pour la justice, c'est une prise de possession de Dieu. Ça fait partie d'un projet d'humanité vers cette réconciliation. Et donc, 1907, 2 ans après avoir crié toutes ces forces que la séparation des églises et de l'État sera libératrice pour tout le monde, et d'abord pour les catholiques. Il va plus loin. Je crois que le christianisme et le socialisme sont 2 courants de la pensée moderne qui doivent se développer parallèlement et dont la convergence déterminera l'avènement d'une ère de justice et de paix. Alors, socialiste, bien sûr, voilà le grand mot lâché, mais Jaurès a toujours considéré que le socialisme devait être compris aussi comme une grande révélation religieuse. Une chose que nous ne comprenons plus aujourd'hui, mais qu'il faut peut-être connaître un peu pour se repérer dans cette affaire. Alors, pourquoi ce Jaurès, bon fils, bon prof, bon apprenti député, etc., etc., bien studieux, bien optimiste, bien... Pourquoi ce progressiste, mais quand même c'est un petit notable, il n'a rien connu de la misère prolétarienne, il n'est qu'un... Bon, pourquoi devient-il socialiste? Eh bien, il devient socialiste par un cheminement intellectuel, d'abord. Il est resté philosophe, il est resté normalien, il est resté dreyfusard, il va devenir historien, il se fait l'historien de la Révolution française notamment, il reste moraliste et il pense que tout ceci fait partie d'un cheminement en lui qui le conduit au socialisme. Mais il dit aussi aux plus jeunes qu'il faut constamment, même s'ils envisagent de faire la révolution, de devenir socialiste, que sais-je, qu'il faut toujours garder, retrouver en eux la pleine solitude et la pleine liberté. C'est moi seul, de toute mon âme, qui m'engage dans des voies d'émancipation, de révolte ou de soumission, peu importe. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui quelque chose d'intéressant et d'important à dire. C'est évidemment l'affrontement social qui a achevé son évolution socialiste, vers le socialisme. Et là, c'est des choses dont nous n'avons plus idée aujourd'hui. La violence de cet affrontement. Il va être élu de la circonscription de Carmaux, il va être l'élu des mineurs de Carmaux, mineurs de charbon à ciel ouvert, vous savez. Mais il a aussi fait ses premières armes dans quelques grèves très dures, dont celle des tramways à Toulouse. Il a connu le choc décisif, n'est-ce pas, de la charge militaire. C'est des dragons. La charge militaire, c'est des dragons à cheval dans les rues de Carmaux. Il faut là vraiment affronter la violence de la lutte de classe. Et dans des proportions dont nous n'avons plus idée aujourd'hui. Et au fond,
France est au contact de ceux qu'il appelle des mannequins noircis de charbon, n'est-ce pas? Ces mineurs de Carnot qui il va parachever son cheminement socialiste. Et donc il est élu, et pour lui c'est très important, en 1893, il est élu député de la circonscription de Carmaux, et il le restera jusqu'à sa mort. Alors son combat, je vous en dis quelques mots quand même, sans vouloir trop vous lasser. 1893. C'est la première fois, en termes électoraux, que le socialisme n'est plus une secte. Les socialos ont passé la barre des 2% des suffrages. Donc ils sortent un peu du côté groupusculaire et sectaire, n'est-ce pas? Ils deviennent une toute petite force politique, et ils resteront une assez faible force politique finalement, parce que singularité française, que n'ont pas les Britanniques, que n'ont pas les Allemands, etc. Nous avons en France eu une croissance du syndicalisme, d'un syndicalisme particulièrement, je dirais, vivace et agressif, n'est-ce pas? Et un syndicalisme qui peut être d'action directe, qui appelle à la grève générale, qui prétend faire la révolution à lui tout seul. Pas très bien implanté, jamais la France ne sera un grand pays de syndicalisme, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui les pourcentages sont dérisoires, pas autour de 8%, les adhérents à un syndicat. Mais à l'époque, le syndicalisme révolutionnaire est, je dirais, toise de très haut les petites sectes socialistes qui s'amusent, ils essaient de faire la révolution. Mais c'est nous qui aurons le manche, n'est-ce pas, pour faire avancer les choses. Et vous savez que c'est allé très loin pendant quelques années, y compris donc jusqu'à la grève très violente, jusqu'à quelques desperados avec la bombe à la main, etc., etc. Jaurès sera toujours très sensible à ça. Et jamais il ne dira que le socialisme partisan de partis politiques, avec des élus, avec des députés à la Chambre, etc., etc., jamais il ne dira que le socialisme doit prendre à lui seul, assumer toute la charge révolutionnaire. Jamais il dira ça. Il dira toujours, oui, ben nous sommes réformistes, finalement. Et il nous faut même à la fois saluer et combattre cette espèce de vivacité ouvrière que le syndicalisme représente. Et autrement dit, il est très à l'écoute de l'initiative ouvrière. Il y a un épisode célèbre dans sa biographie, c'est lorsque les ouvriers du verre d'Albi fondent une sorte de coopérative ouvrière à eux, qu'ils s'approprient. Et le jour de l'inauguration de cette verrerie ouvrière d'Albi, Jaurès est sur une table et il danse et il chante la carmagnole, n'est-ce pas, en reconnaissance à ceux qui ont eu le courage social de faire la nique au patron verrier et de se créer de leurs mains, et avec quelques capitaux bien sûr, la verrerie ouvrière. Donc Jaurès sera toujours très sensible à tout cela. Il sera très sensible aussi à une chose fondamentale pour lui, c'est que le socialisme sera fils de la République. Et, en remontant le temps, fils de la Révolution française. Il n'y aura pas de socialisme en France qui ne serait pas fidèle et dans la continuité profonde de la Déclaration des droits de l'homme, de la Révolution de 1789, etc., etc. Et donc, c'est au nom de cela qu'au fond, il deviendra, je dirais, l'âme de ce qu'on appellera avant 14 le bloc des gauches. L'idée que tout est contenu dans la poursuite persévérante de l'idéal de 1789. Et là, les socialistes, les radicaux,
quelques éléments modérés, font ce bloc-là, n'est-ce pas? Il faut aller au progrès, il faut aller au développement, il faut aller à la réforme, sous peine de voir reculer l'idéal révolutionnaire initial. Et c'est pour ça qu'il s'engage, bien avant quelques-uns de ses camarades socialistes, qu'il s'engage dans la défense du capitaine Dreyfus, au moment où ses adversaires politiques au sein du socialisme français, je pense à Jules Guesde d'abord, disaient oui, mais après tout, c'est un capitaine, Dreyfus, c'est un bourgeois. Et deux, in petto, mais ça a existé, et deux, c'est un juif. Jaurès a balayé tout ça, et a été un des tout premiers à dire, écoutez, là, c'est la suite de 89 qui est en jeu. Si nous laissons s'installer une dictature militaire de ce genre, si nous laissons accabler et condamner un innocent, etc., etc. Et alors, il le dit tout ça aussi à l'extérieur. Il le dit dans l'internationale. Vous savez, c'est constitué une internationale socialiste. Bon, c'est même elle qui va imposer aux socialistes français de faire leur unité, ce qu'ils feront en 1905. L'internationale a dit aux Français, écoutez, vous arrêtez de faire joujou avec vos hostilités de courant, avec vos méandres de congrès, etc. La récréation est terminée, nous, internationale, et l'internationale est tenue par les sociodémocrates allemands, qui sont marxistes compatibles, n'est-ce pas, et même blindés, ils disent aux Français, et Jaurès, face à tout cela, dans l'international, dit toujours, oui, très bien, on va la faire, l'unité, oui, mais attention, nous resterons en France, nous resterons français et nous resterons fils de 1789. Voilà. Et je dirais, donc, il a guerroyé, je vous dispense des détails, il a guerroyé beaucoup pour l'unité socialiste, il a beaucoup sacrifié à cette unité, il l'a obtenue, mais sans avoir jamais, je dirais, les fruits de cette victoire-là, de cette victoire unitaire, parce que, au fond, Jaurès restera un très grand élu, restera un exceptionnel intellectuel et je dirais, du socialisme, mais il est bien rare que ces propositions fassent l'unité, n'est-ce pas? Les socialistes français, dès cette époque-là, je dirais, sont toujours très, très, très affûtés dans le conflit de tendance, dans les hiérarchies, la définition des hiérarchies internes et des résolutions de congrès. Toute chose qui laisse Jaurès souvent assez froid. Et puis alors la grande affaire, je termine avec elle, cette partie un peu biographique, c'est qu'il a senti la guerre arriver. Il a senti la guerre monter, bien sûr, il n'est pas le seul, mais il l'a vu partout. Il a dit, attention, voyons un peu ce qu'est la lutte de tous les peuples opprimés et écrasés, voyons ce qu'est l'écrasement des peuples colonisés, voyons un peu ce qui se passe en Amérique latine, voyez le sommeil ou non des Chinois, voyez, il a eu une conscience au moment mondial, au moment où on est en pleine dans ce qu'on les historiens appellent dans ces années-là une première globalisation de l'économie monde et de la finance monde. Et il observe de très près tout ce qui se passe dans les Balkans, et vous savez comme moi que c'est de là que la guerre est partie. Et là, Jaurès a toujours dit, et jusqu'au bout, qu'il fallait, devant cette guerre qui monte, et ça nous est très difficile à comprendre, devant la menace de ce monde moderne, nouveau, qui va se déchaîner, il faut sauver à la fois la paix, bien sûr, et les patries. Il n'est pas de ceux qui croient que
la case patrie doit être sautée dans le processus d'émancipation ou de révolution ou de socialisation des choses. Non. Il dit qu'il faut toujours faire très attention à cette case patrie, au point que, au fond, il reste très fidèle à une définition révolutionnaire des choses. Quand la patrie est en danger, ben on part par devoir, puisque le sol sacré de la patrie, etc., est menacé par l'ennemi, on part volontairement, comme en 92 ou comme en 93. Enfin, on part faire un GEMAP ou un Valmy. Et ça, il en est là à la veille de la guerre. Il en est là. Comment concilier à la fois le sauvetage de la paix et le sauvetage des patries? Et donc, au moment de son assassinat, n'est-ce pas, il rencontre là, il rencontre une nouvelle fois cette obligation française, finalement. L'Humanité, 18 juillet, la semaine précédente, vous voyez, pardon. L'Humanité, 18 juillet. Si la guerre éclate, malgré nous, eh bien, il n'y a aucune contradiction à faire l'effort maximum pour assurer la paix, bien sûr, et pour assurer, dans l'horrible tourmente, l'indépendance et l'intégrité de la nation. Vous voyez, la paix et la nation, hein, toujours. Et donc, au fond, assurer à la fois la paix et la nation, c'est toutes choses qui vont être acceptées par l'ensemble du mouvement ouvrier, par l'ensemble des socialistes, temporairement, bien sûr, et ça s'appellera l'union sacrée. Et ce n'est pas un hasard si le 4 août, au moment où le cercueil de Jaurès, descend des hauteurs de Passy où il habite pour aller vers la gare d'Orsay, où il sera convoyé jusqu'à Albi, où on va l'enterrer. Jaurès assassiné donc le vendredi précédent, on est le mardi 4 août. Là, c'est Léon Jouot, secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, de la CGT, qui vient apporter sur le cercueil de Jaurès le ralliement de la force syndicale, la force ouvrière, la force de mouvement ouvrier à l'union sacrée, qui sera temporaire, mais à l'union sacrée, si nécessaire, puisque la patrie est en danger. Alors, échec de Jaurès, oui, sans doute. Son credo, la paix, la justice, l'union victorieuse des opprimés, tout a été balayé par la guerre. Alors, n'aurait-il été, je dirais, qu'un éveilleur, qu'un prophétique? Après tout, il n'a jamais exercé le pouvoir, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été président du Conseil, non, etc. Il a juste été à un moment brièvement vice-président de la Chambre. Enfin, ça n'engage pas à grand-chose. Au fond, c'est le désir d'unité qui résume Jaurès. Et ce désir-là est toujours resté, je le répète, d'essence assez religieuse ou métaphysique. Parce qu'il y a, je le répète, une espèce de volonté créatrice d'un Dieu univers qui est moteur d'un monde en marche vers le sacré et vers l'unité. Et donc l'histoire de l'humanité ne peut pas basculer dans le tragique, je le répète, parce qu'elle s'insère dans une sorte de balancement entre la chute et le relèvement. Tout ça est assez chrétien, qui ne peut déboucher que sur l'unité. Et du coup, il
il a un marxisme pas si orthodoxe que cela, il n'a pas de théorie du parti, il reste fidèle à sa méthode, n'est-ce pas? Et on revient toujours à cette vérité dont je parlais au début. Sa méthode, eh ben, c'est dire le réel, c'est lire le réel et dire le vrai, toujours le vrai, hein, obsessionnel. Reste rien ne fait de mal. On a prêté à Jaurès cette phrase, qui résume assez bien le tréfonds de sa pensée. Rien ne fait de mal. Et oui, bien sûr, rien ne fait de mal. Mais certains n'ont jamais désarmé face à cette affirmation-là. Je pense à Charles Péguy, qui a dit: faites attention, cet optimisme-là, cette confiance-là, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Et un Péguy dit, faisons attention. Je cite qu'un seul texte de Péguy, mais qui résonne assez aujourd'hui. Rien ne fait de mal, alors il a dit, c'est le mot, oui, c'est le mot de tous les gens accommodants. Mais il ajoute, ce serait commettre une erreur grossière que de s'imaginer que le progrès de la culture dans le monde, que le salut temporel de l'humanité est assuré automatiquement par le jeu bienveillant d'une fatalité accommodée qui penserait pour nous et qui penserait seule et qui travaillerait pour nous aux fins dernières de l'homme et de l'humanité. Alors, à défaut des théologies de l'Église, à défaut des philosophies, à défaut des idéologies, nous dirions aujourd'hui, attention Jaurès, vous en faites un peu trop au nom de rien ne fait de mal. Et Péguy termine en disant, eh ben non, face à tout ça, une seule voie est ouverte, c'est celle d'une éternelle inquiétude. Alors Jaurès, c'est vrai, n'a jamais cultivé l'éternelle inquiétude, à la différence de beaucoup d'autres, y compris le socialisme. Il est resté cet optimiste, oui, qui a récusé l'abstraction, qui a toujours voulu coller à la réalité et qui surtout est l'éternel. Donc ça explique qu'il est, au fond, il a toujours refusé toute abdication de l'intelligence devant les vertus supposées du marxisme, du spontanéisme ouvrier, de la grève générale, du socialisme lui-même, peut-être. Il a vomi toujours tous ceux qui ne voulaient pas l'intelligence des choses, pas le yaka populiste. Et il n'a jamais voulu, je dirais, dans ses combats, d'un socialisme qui s'en laisserait trop compter par l'État, d'un socialisme d'intellectuels ou de bureaucrates. Il a toujours dénoncé cela. Et ce que la vie m'a révélé, dit-il, c'est pas l'idée socialiste, c'est la nécessité du combat. C'est la nécessité du combat, bien debout, bien dressé et au nom de la vérité. Voilà, ben je vous remercie. Dans l'affaire Dreyfus,
ça. Voilà le raisonnement. Et puis, il faut faire attention. On ose à peine citer ce texte de la Petite République de janvier 98, n'est-ce pas, derrière Dreyfus, derrière son initiative hardie et noble, toute la bande suspecte des écumeurs juifs marche, n'est-ce pas, sournoise et avide, attendant de lui je ne sais quelle réhabilitation indirecte, propice à de nouveaux méfaits, etc., etc. Autrement dit, il faut faire campagne en même temps contre tout le système social. Et pourquoi pas, allons-y, afin que le capitalisme juif ne puisse regagner ce que perdra le militarisme clérical, etc., etc. Vous voyez, c'est allé très loin. Bon. Et c'est à l'honneur de Jaurès d'avoir dit basta, au printemps 1898, voilà ce que certains pensent, voilà ce que moi je pense peut-être encore à 10%, pour dire les choses très, très bêtement, mais je vais, moi, Jaurès, parce que je suis Jaurès, parce que je suis intellectuel, parce que je suis historien, je vais reprendre l'affaire de A à Z depuis le début. Il s'y colle pendant tout l'été, il se trouve qu'il a des loisirs puisqu'il est battu. Il est battu aux élections, je m'y mets, et ça donne donc une extraordinaire cascade d'articles de presse qui vont donner à la rentrée de 98 un volume, l'épreuve. Là, c'est plus du raisonnement sur les capitaines juifs ou pas, hein. C'est l'épreuve de l'injustice que la justice militaire fait subir à ce capitaine-là, pointe à la ligne. Voilà. D'autres questions peut-être? Je vous en prie. Oui, une question toujours par rapport à Dreyfus. Je me demandais pourquoi Zola n'avait pas écrit son article de plus dans l'Humanité plutôt dans l'Europe. Tout simplement parce que l'humanité n'existe pas. Elle n'est pas créée. Non, l'idée qu'il est, pour Jaurès, ce fut important, je n'en ai pas dit un mot, à tort, avoir son journal à lui, c'est très important, parce que ça fait partie aussi je dirais, des difficultés qu'il a au sein du Parti socialiste, fut-il unifié en 1905, c'est les mêmes années. S'il n'a pas un journal à lui, là, sa position au sein du parti devient beaucoup plus compliquée et beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus à la merci, etc. etc. Et alors, à l'UMA, après 1906, donc il fera toujours l'accueil le plus large possible à toutes les sensibilités, et notamment, je disais un mot du syndicalisme révolutionnaire, très, très hostile au socialisme, souvent, hein, n'est-ce pas, Et là, les syndicalistes révolutionnaires pourront toujours publier un papier dans l'Humanité. Il n'y aura aucune difficulté, alors que la presse du parti, non. Et vous avez cette affaire de presse du Parti socialiste, ira très, très loin, depuis 1905, est toujours très, très, très importante, parce que c'est sur cette question de la presse. Est-ce qu'on aura au sein de ce parti une presse libre, hein, et pas soumise au jeu des fractions, des tendances, des courants de pensée? Est-ce que nous aurons ça ou non? Et les guédistes ne veulent pas une presse de ce genre. Et donc, pour certains intellectuels, pour certains militants, c'est l'idée que, du coup, qu'est-ce que va être ce socialisme du Caporo, n'est-ce pas, et de censeur de presse. C'est le cas de Péguy qui part sur cette question-là, n'est-ce pas, qui rompt avec le socialisme sur cette question-là, sur la question de la presse, qui est évidemment le plus grand média à l'époque, hein, et même le seul très grand média, donc ça méritait évidemment une attention que nous n'y accordons plus nécessairement aujourd'hui, bien sûr. Il y a d'autres médias. Oui, ce n'est pas une question, c'est plus une réflexion que je me fais. Je connais un tout petit peu la vie de Jaurès pour y être intéressée. Ce qui me paraît très très moderne dans sa pensée, c'est que c'est quelqu'un qui a su toujours, grâce à son libre arbitre, se défaire peu à peu de tous ses préjugés.
dans le sens où, au départ, comme vous l'indiquiez, il était issu d'un milieu plutôt bourgeois. Il était au départ, je crois m'en souvenir, assez, comment dire, il défendait plus ou moins l'empire colonial français. Et comment cet homme a, au contact de la réalité, de cette misère sociale que vous avez décrite, comment il a été capable de, toujours indépendamment des partis, indépendamment des courants d'opinion, être capable de tenir la ligne effectivement, de je suis du côté de ce qui est juste. Deuxième réflexion, c'est par rapport à son rapport à la religion, au fait religieux dont vous parliez. C'est vrai que religion, ça veut dire relier. Et je crois que c'est cet aspect spirituel des choses auxquelles Jean Jaurès était sensible. Alors moi, ce qui me paraît très très moderne chez lui, c'est justement cette faculté à rester un homme debout, qui réfléchit par lui-même et qui, en même temps, est capable de trouver des solutions à l'injustice sociale en liant les gens les uns aux autres et toutes les bonnes volontés, toujours bien sûr dans le respect de la grande tradition républicaine du 1789. Oui, madame, c'est à peine une question, c'est une très juste remarque. Ce que j'ajouterais pour ma part, c'est au fond, il est resté chez Jaurès un côté, je dirais, il est unitaire, il est optimiste, mais il est resté très vindicatif et il est resté, je dirais, assez fidèle à ses premières armes politiques de jeunesse, n'est-ce pas moi. On a des textes assez étonnants, n'est-ce pas, de Jaurès sur, oui, au nom de la vérité, ben, il ne faut pas se dissimuler derrière son petit doigt, et notamment les élus, etc., doivent faire très attention. Je me permets de vous en dire quelques phrases, parce qu'elles sont aussi peut-être un peu d'actualité parfois. Enfin, c'est un texte de 1885, il a 26 ans, il vient d'être élu, je l'ai dit, député. Et voilà ce qu'il dit. Il rédige ça au retour d'une réunion un peu houleuse à Gaillac, dans le Tarn, où on s'est copieusement frité, et notamment les radicaux étaient en dessous de tout à son idée, etc. Bon. Alors, assez de discours, assez de confort pour tous, dit Jaurès. Il dit ça aux élus, aux municipaux, aux députés, etc. Oui, nous, les élus, volontiers nous installerions dans une popularité facile, comme dans un fauteuil à roulettes. Et nous priverions le suffrage universel de nous pousser doucement sur un parquet bien ciré. Tout le monde va danser, ça va être parfait. Mais honneur à vous, les politiques, si nous devenons les rentiers du suffrage universel, ou même les rentiers des luttes, oui, il faut que la démocratie sente que nous la demandons pour elle, et non pour nous. Que nous y cherchons seulement la force nécessaire pour de nouveaux combats moins stériles, et que nous n'attendons le salaire, c'est-à-dire la reconnaissance profonde et durable du peuple, que lorsque nous aurons remis en ses mains les fruits de la justice. C'est après les félicitations, c'est pas avant, etc., etc. Et donc, toujours dans le même texte, il dit, oui, on vient de s'étriper à Gaillac, bien. Mais en même temps, c'est bien, parce que sachez écouter, sachez interroger, faites causer à la rencontre, c'est un beau programme, ça. Apprenez à ne pas être tout amour ou toute haine, apprenez à connaître, parce que le principal, ou plutôt le seul obstacle au progrès, c'est l'égoïsme. Et que l'égoïsme, il est ni bourgeois ni prolétaire. L'égoïsme est l'égoïsme. Il est, tout simplement, dit Jaurès. Et il ravage indistinctement toutes les âmes. Oui, on aura beaucoup parlé du mot âme, ce soir. Or, nous ne pouvons nous sauver les uns les autres qu'en mettant en commun ce qu'il y a en nous tous de désintéressement, et en nous avertissant avec une mutuelle franchise de nos défauts respectifs. Oui, la qualité première de la démocratie,
la qualité première de la démocratie radicale, c'est l'intelligence vraie de la situation politique dans son ensemble. Et voilà, l'intelligence vraie de la situation politique dans son ensemble. C'est un mot qu'il aime bien, et qu'il lance tout jeune. Voilà. D'autres questions, peut-être? Bonjour. Pardon, Pardon, monsieur. J'aurais une question. Je voudrais savoir pourquoi il s'est fait assassiner. Eh bien, parce que, d'abord, il y a eu, dans les derniers jours, les dernières semaines, une campagne de presse qui a expliqué que Jaurès était en train de trahir la patrie, qu'il négociait trop avec la social-démocratie allemande au sein de l'Internationale, que le mal était fait et que donc il fallait se débarrasser de Jaurès traître à la patrie. Évidemment faux. Et donc il y a eu quelques articles de presse appelant clairement à l'assassinat. Bon. Celui qui l'a assassiné, Raoul Vélin, n'avait pas lu ces textes. Voilà. On peut vous dire, hein, il participait de cette espèce d'émotion anti-Jaurès, bien sûr, mais ce n'est pas directement un journal, un article de presse à la main qu'il est allé revolveriser Jaurès. Bon. Il reste que, bien sûr, toute son action, l'action de Jaurès au sein de l'Internationale, l'action désespérée de Jaurès les derniers jours, n'est-ce pas, pour voir tout le monde, pour tenter d'éviter qu'on passe tout le bras dans l'affreux engrenage, n'est-ce pas, qui est, vous savez, à l'origine de la guerre. La guerre aurait peut-être eu lieu à un autre moment, bon, personne n'en sait rien, mais il y a eu une espèce d'engrenage entre les politiques, les diplomates et les militaires, pas, sur les mobilisations, les anticipations. Les militaires ont des raisonnements très simples. Si vous ne faites pas mobiliser à leur hache voulue par moi je réponds plus de rien. Rien, parce que c'est la première fois qu'on mobilise des millions. Vous vous rendez compte? Alors il y a une logistique pas possible, n'est-ce pas? La crise de l'été 14, c'est d'abord une affaire de chemin de fer. Hein. Comment on va mobiliser, acheminer au bon endroit tant de gens, et la mobilisation ferroviaire sera une réussite, y compris du côté français. Mais donc les militaires, pour leurs besoins logistiques, ont besoin de pouvoir anticiper, ou en tout cas de ne pas se laisser dépasser en calendrier, n'est-ce pas, par l'adversaire, par les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des causes profondes qui auraient fait que la guerre aurait éclaté de toute façon, mais en même temps. Donc, pour répondre à votre question, ce sont les tentatives de pacification, de négociation, de diplomatie jusqu'au bout, qui font que, y compris le dernier jour, ce vendredi 31 juillet, Jaurès passe son temps le matin à voir à Belferry, à tenter de voir Viviani, le président du Conseil, à dire écoutez, est-ce qu'on fait bien attention à la proposition anglaise? Est-ce que, oui, bien sûr, les Russes, ça va pas, oui, les Allemands sont dans un état, je dirais, d'agitation très critique, n'est-ce pas, sur la mobilisation concrète, ils nous ont jeté le dernier défi, et puis il sort de toutes ces négociations au Parlement, etc. Il se fait sortir un dictionnaire allemand, et je sais qu'il sait l'allemand, mais pour bien préciser la formulation que les Allemands ce jour-là donnent de leur préparatifs militaires, etc., etc. Et puis là, donc, il prend un taxi et il arrive au bureau de l'Humanité, là il monte à l'UMA, il pense déjà à son papier du lendemain, qui est le papier de la dernière chance, n'est-ce pas, dit-il. Et puis il est quelque part vers 20h, on descend, on commence à sentir ce que va être le marbre quelques instants plus tard, et puis donc ils descendent dîner vite au Café du Croissant, on passe, n'est-ce pas, et là vous savez ensuite, par cette... il est en plus, c'est fortuit et abominable, puisque donc il s'assied à la place à laquelle il ne s'asseyait jamais, sur la rue, c'est pas juste avec la rue qui descend très légèrement et une vitre très facile, bien sûr. Et puis la vitre est entrouverte parce qu'il fait très chaud, etc., etc. Et donc le revolveriser n'a pas été très difficile. Et là, c'est des scènes assez étonnantes. Enfin, on peut quand même en dire un mot.
pharmacien d'à côté refuse de venir apporter des médicaments. Vous avez dans le restaurant un officier en uniforme qui connaît bien, qui est le capitaine Gérard. Ils ont travaillé ensemble à un livre sur l'armée nouvelle. Et il vient déposer sur le corps de Jaurès, allongé sur une des tables du café, sa Légion d'honneur, etc. Il y a comme il sait. Et puis on a le témoignage de l'agent du sergent de ville qui descend pas très loin de Raoul Villa, la rue en question. Bon. Et espèce de... comment dire, tout le monde a eu très peur. On fait de police, dans le conseil, on pense que le Paris ouvrier, Jaurès assassiné, le prix va être on va venger Jaurès. Pas du tout. La mobilisation sera très faible, quelque part, quelques drapeaux rouges à Belleville, mais au fond, l'essentiel des ouvriers, des employés, des petits bourgeois parisiens, à la nouvelle de l'assassinat de Jaurès, sont traduits comme le traduit aussitôt la grande presse. Jaurès est assassiné, 2 points, c'est la guerre. Il n'y a plus, le dernier rempart a disparu. Donc c'est la guerre. Une question ici, monsieur. Qu'est-ce que Jaurès a fait pour la jeunesse? Pardon. Pour la jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait, Jaurès? D'abord, je vous l'ai dit, il adore discourir, il adore faire discours à la jeunesse. Très bien. Il a fait son travail d'élu, municipal de Strasbourg, donc il était adjoint au maire de Strasbourg sur les questions scolaires, évidemment. Et donc, il y a eu l'action municipale qu'on peut imaginer. Même chose pour son action, je dirais, de député de Carmaux. Il a évidemment surveillé, comme tout député, très bien si tout se passait honorablement, si les locaux étaient en état, etc. Et si on nommait, et si l'inspection d'académie nommait de bons instituteurs et de bonnes institutrices pour les petits carmosins. Ça, c'est élémentaire, n'est-ce pas? Tout comme ici, je ne sais pas, on s'intéresse au collège et au lycée Marglotte. Bien. Simplement, il a dit, toujours dit à la jeunesse, tout viendra de vous. De vous. C'est pas par, je dirais, par imprégnation, c'est pas par propagande, c'est pas par, bon, c'est par instruction publique, on est bien d'accord, mais au fond, ce qui compte, c'est votre, je dirais, votre attitude à vous devant la vie, parce que vous allez toujours devoir vous manifester dans la cité, dans la société. Voilà ce qu'il dit. En 92, à Toulouse, il faut que vous appreniez à dire moi, non par les témérités de la discipline ou de l'orgueil, mais par la force de la vie intérieure. Apprenez à dire moi. Il faut que vous vous arrachiez parfois à tous les soucis extérieurs, à toutes les nécessités extérieures, aux examens de métier, à la société elle-même, pour retrouver en profondeur la pleine solitude et la pleine liberté du moi. Moi, jeune. Alors, jeunes gens, vous aurez développé en vous la seule puissance qui ne passera pas, la puissance de l'âme, encore l'âme. Alors, vous serez haussés au-dessus de toutes les nécessités, de toutes les fatalités et de la société elle-même, en ce qu'elle aura toujours de matériel et de brutal. Alors, dans les institutions extérieures, en quelque manière que l'avenir les transforme, vous ferez passer la liberté et la fierté de vos âmes. Et de quelque façon qu'elle soit aménagée, alors là, c'est la formule jaurésienne qui peut nous faire rigoler aujourd'hui, bien sûr, et de quelque façon qu'elle soit aménagée, vous ferez jaillir de la vieille forêt humaine l'immortelle fraîcheur des sources. Bon, alors, nonobstant la grandiloquence terminale, et là il le dit en métaphysicien, il le dit en moraliste, il le dit en enseignant,
faut que vous appreniez à dire moins. Voilà, c'est un peu ma réponse. Pour conclure, Rio, juste en deux notations, vous avez dit tout à l'heure que la vie politique elle était beaucoup plus dure au début du XXe siècle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les députés s'insultaient, les députés se poussaient les épaules, c'était beaucoup plus dur que c'est aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez en donner quelques exemples? Et deuxième chose, aujourd'hui qu'il y a des avions Internet, et aussi pour être très précis ou très terre-à-terre par rapport à nos amis, on se rend pas compte que Jaurès était député d'une circonscription qu'il fallait mettre, on mettait 3 jours pour rejoindre, ou 2 jours pour rejoindre. En prenant le train, il était, je crois que sa bonne, on disait qu'il avait des chemises pas trop propres, qu'il avait la moitié de son déjeuner sur sa veste. Enfin, le député d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec le député Jaurès, dans une certaine précarité, une fois encore, la dureté des combats politiques, et aussi une existence un peu bizarre. Oui, ce que nous avons du mal à comprendre, c'est à la fois la conjonction de l'empoignade, y compris dans l'hémicycle, éventuellement. Les évacuations ne sont pas rares, les invectives sont dites à très haute voix, et en même temps, il peut y avoir, au même moment, et souvent chez les mêmes, ça qui est très compliqué, je dirais, et une éloquence et un contenu des interventions des parlementaires d'une exceptionnelle hauteur, n'est-ce pas, et d'une qualité de langue et d'esprit et de pensée tout à fait exceptionnelle auquel nous n'atteignons pas aujourd'hui tous les jours. Pardon, voilà. Je peux le dire ainsi. Oui, ben c'est vrai que la vie d'un député dans sa circonscription est autrement plus ardue que... Mais en même temps, la lenteur même des transports, le fait que, oui, ben, il faut aussi faire les comices agricoles, bien entendu, il faut être un peu au cul des vaches, bien, et aussi dans les arrière-salles d'auberge, pour mille raisons qui ne sont pas toutes électorales, mais enfin, en tout cas, tout se précise, tout se maquignonne, tout ne se règle pas, mais tout s'annonce dans des réunions de ce genre, pas toujours très publiques. Bon, c'est une vie aussi un peu de... Alors par contre, dans la circonscription, c'est une vie de lenteur, puisque au fond, la vitesse du télégraphe, la vitesse de la presse quotidienne est réservée aux élites, mais que les lecteurs moyens nécessairement n'en profitent pas toujours. Et donc l'élu est toujours celui qui a un pied dans la communication nouvelle, moderne, électrique, si je puis dire, et l'autre pied dans la réalité des arrière-salles d'auberge et des préaux d'école, pas en campagne électorale, avec tout ce qui est, je répète, l'orchestration très rurale encore, des festivités, des rendez-vous réguliers, des foires de bestiaux, etc., etc. Donc c'est une vie très différente, mais qui était certainement moins morcelée et moins harcelée que de nos jours. Jaurès, c'est vrai, a passé beaucoup de temps de sa vie dans des trains, n'est-ce pas, bien sûr, et c'est vrai que bien souvent dans des zones, à Carmaux d'abord, et dans d'autres lieux de France, sa venue a été décisive, n'est-ce pas? L'écrivain Jean Guéhenno a des pages très célèbres sur la grève des cordonniers de Fougères, n'est-ce pas, et le fait, comment l'arrivée de Jaurès, et c'est toujours là le Jaurès orateur dont je parlais au début, qui emporte le morceau, n'est-ce pas, bien sûr. Mais évidemment, il est toujours Jaurès, avec effectivement les pardessus mal boutonnés, les poches pleines de livres, des boutons, et il y a un certain nombre d'épouses, de compagnes de militants choisis qui sont un peu spécialisés à la halte de Jaurès dans l'art de recoudre les boutons. Il faut d'effacer une ou deux tâches. Merci beaucoup, Monsieur Rio. Je vous propose d'applaudir une dernière fois. Merci beaucoup d'avoir été dans l'art. Un seul dernier mot, vous savez fondamentalement que l'assassin de Jaurès a pu acquitter, la veuve de Jaurès a dû payer les frais du procès. C'est quand même une chose qui est assez invraisemblable. Rentrez bien, réfléchissez à tout ce que vous avez entendu. Merci d'avoir été là.